Je ne vois pas beaucoup de questions en fait dans la boîte de conversation, mais je retournais à la première conversation et la docteure Teresa Tam avait mentionné et le docteur Stephen Hoffman avait parlé en fait d'un programme de recherche international qui porterait sur l'équité en matière de santé. Et elle a parlé en fait d'adopter une approche équitable par rapport à la pandémie de la COVID-19. Et donc, une des choses qu'elle a dit, et c'est quelque chose qu'elle a répété à plusieurs fois depuis lors, c'est que personne n'est protégé jusqu'à ce que tout le monde soit protégé. Et et l'éventail de solutions et d'idées que vous avez présenté ici, les trois panélistes, je pense, est assez complet. Et j'étais dans une autre réunion ce matin et des choses dont ils ont parlé, c'était la convergence des intentions et la convergence des engagements. Et je pense que j'ai entendu ça dans ce que deux d'entre vous ont dit. Je me suis posé la question par rapport à pour avoir peut-être euh, des mots de la fin, parce que je vois qu'il y a plus de personnes qui sont en train d'inclure des mots, plus de commentaires et d'idées dans la boîte de conversation que de questions. Pour les mots de la fin, est-ce que vous pourriez parler en fait de cette notion de convergence d'intention ou convergence des engagements, parce que je suis soumis à utiliser le mot solidarité, et quelles sont les actions concrètes que nous, collectivement, nous pourrions faire pour aller de l'avant parce qu'il est 12h47, donc il nous reste peut-être 10 à 12 minutes pour répondre à ces questions. Arne, je vais vous repasser la parole. Euh, donc, euh, en fait, la question, c'était, nous avons demandé quelles étaient les questions qui restaient sans réponse. Mais en termes de convergence des intentions et des engagements, quelle est votre question? Je pense que nous retournons à cette question, c'est de le regarder avec une perspective gouvernementale. Donc, euh, si on essaye juste de s'assurer que la santé publique va être plus équitable et que c'est le seul domaine sur lequel on se concentre, ce ne sera pas possible. Il faut vraiment que ce soit fait au niveau du gouvernement. Donc, souvent, on parle du manque, mais la manque, c'est vraiment, ça n'existe pas. C'est souvent un moyen de justifier, en fait, les politiques d'austérité. Donc, Donc, euh, il faut reconnaître que toutes ces questions sont interreliées. Donc, si on veut obtenir l'équité en matière de santé, il faut parler en fait du ministère des Finances en fait. Et donc, il faut se rendre compte que quelque chose doit changer en fait dans le domaine financier. Donc, les gouvernements ont reconnu cela à un certain moment. Joe Biden est en train d'essayer de forcer Trudeau à augmenter en fait les imports corporatifs. Biden c'est en train de mettre en place en fait un impôt corporatif international qui pourrait augmenter en fait les revenus dans les différentes communautés et cela pourrait transformer notre capacité à investir dans tous les domaines dans lesquels nous devons venir. C'est important de comprendre l'interrelation entre ces toutes sphères et en termes d'actions concrètes, ce que je voudrais dire, c'est que nos actions prises au terme de la santé publique doivent être reliées aux actions qui sont prises à l'extérieur pour pouvoir aller de l'avant vers une approche plus équitable. Donc, il ne faut pas juste se concentrer sur le système de santé publique, mais faut avoir plus de données en fait sur le système, il faut avoir plus de processus. Euh, Par rapport au suivi en fait des différents cas, on voit qu'il va y avoir aussi il faut avoir aussi une approche équitable par rapport au suivi des cas de la COVID. Mais je pense qu'il faut répondre à des plus grandes questions pour avoir une approche équitable par rapport en fait aux valeurs en fait ou cette valeur du manque. Et donc, il faut s'assurer en fait que tous les niveaux de gouvernement doivent s'appliquer en fait pour mettre en place cette promotion de la santé équitable. Merci beaucoup, Arne. Je vais juste demander à Claire Augment d'ouvrir son micro pour ce que j'ai vu une couple de questions, en fait, qui ont émergé pendant que tu parlais, Arne. Donc, euh, est-ce que, donc,
Claire, tu pourras en fait lire ces questions pour que Soumé et Louis puissent en fait répondre à ces questions. Et donc vas-y Claire, tu peux lire ces questions. Donc, tout d'abord, merci tout le monde pour vos questions incroyables. Il y a vraiment beaucoup de conversations que nous pouvons avoir à ce sujet-là. Donc, il y a beaucoup de questions importantes par rapport aux gens qui sont dans le système pour savoir comment travailler en fait en faveur des communautés et changer en fait ces inégalités en fait au sein du système. Et donc, j'espère que les questions nous auront vont pouvoir permettre de promouvoir ces apprentissages. Et il y a eu des opportunités, comme a dit Donna, d'avoir plus de connexions les uns avec les nôtres. C'est donc comment pouvons-nous faire cela de manière collaborative et travailler ensemble. Et donc, la question, Maria est importante, c'est de dire, donc c'est important pour peut-être pour finir notre série de conversation et notre conversation aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Canada a bien fait pour réduire les inéquités pendant la pandémie? Donc, s'il y a quelque chose qui a été fait, donc je vais accueillir vraiment vos pensées par rapport à cela. Et je pense qu'au début, en fait, je pense que Arnold, tu as parlé en fait de l'allocation qui a été faite, donnée aux Canadiens. Donc, je dirais au Canada, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été bien faites et je pense que le rapport indique certaines des choses qui ont été faites. Donc, Trudeau a vraiment a fait vraiment plus d'investissements que n'importe quel autre pays de l'OCDE. Donc, le Canada s'est investi dans des investissements sociaux plus que les autres pays de l'OCDE en réponse à la pandémie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être reconnu. Mais la question qui me reste à l'esprit, et malgré ça, il y a quand même des peuples qui ont été vraiment abandonnés. Donc, ils ont eu un seul paiement au bout de 2000 $, puis c'était tout. Et donc, je pense qu'il y a des groupes, en fait, il y a des communautés autochtones dont nous avons parlé qui ont été, non pas complètement abandonnés, mais qui n'ont pas reçu une partie équitable. Donc, il y a un problème par rapport à la distribution de l'argent. Mais quand même, à la fin de la journée, ça a un investissement social massif plus que n'importe quel autre pays de l'OCDE. Donc, mais la question que nous avons passée, c'est est-ce que nous allons retourner vers le mandat précédent ou est-ce que nous allons garder le momentum pour dire qu'il faut réformer le système? Et nous avons reconnu dès le début qu'il fallait en fait réformer le système. Donc, j'espère que ça ne va pas juste éliminer graduellement et retourner à la situation avant la commission. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, il faut mettre de la pression pour que certains de ces changements puissent être soit permanents, en fait, que ce soit plus facile, par exemple, d'avoir accès à l'assurance chômage, par exemple. Donc, Soumé, je vais donner la parole. Et après, Louis, je vais donner la parole en dernier. Donc, Soumé, donc, qu'est-ce que le Canada a réussi à faire dans notre réponse collective à la pandémie à 19? Donc, moi, je serais d'accord avec Anne. Je pense que l'allocation de soutien, en fait, à la perte de revenus a vraiment été notre meilleure initiative. Et donc, et en disant quand même que même avec cette initiative, il y a encore des gens qui n'ont pas vraiment bénéficié, en fait, de cette allocation, en fait, de soutien aux entreprises. Et donc, euh, donc, c'est important de garder c'est quand nous parlons des déterminants sociaux et de la dimension équitable de ces investissements parce que nous pouvons faire, en fait, des investissements qui ont été positifs, sociaux, mais, mais la question quand même qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça va être permanent ou est-ce que c'est quelque chose qui va être éliminé graduellement. Donc, je vais en fait commenter sur un commentaire qui a été fait. Et donc, c'est quelque chose que nous avons fait plusieurs d'entre nous qui travaillons en tant que nous travaillons au sein du gouvernement, donc nous faisons partie d'un service public. Donc, comment allons-nous pouvoir continuer à en fait jouer un rôle de plaidoyer? Et donc, je pense que ça connecte à mon commentaire pour dire qu'en tant que domaine, en tant que système, nous devons investir en fait dans le plaidoyer pour la santé publique. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire de côté ou en marge. Donc, nous ne devons pas juste être pénalisés pour cela. Ça doit devenir en fait une compétence professionnelle au sein de notre organisation afin que ça devienne une partie de votre rôle en fait pour mettre cela de l'avant. Et quand nous avons de l'occasion de le faire, devons le faire de manière claire. Nous ne devons pas nous devons arrêter de nous comporter comme si nous ne savons pas pourquoi ces inégalités-là se produisent. Donc, il faut vraiment être très clair là-dessus. Donc, pour moi, le fait d'investir dans le système public, je pense que ce n'est pas une responsabilité juste individuelle, mais collective. Et un autre exemple par rapport en tant que, pour moi, qui est positive par rapport à l'organisation de la société civile. Donc, nous avons vu, en fait, plusieurs organisations communautaires qui sont vraiment engagées, en fait, dans un processus de plaidoyer de différentes manières.
Et donc, un exemple, donc, ce n'est pas spécifique à la COVID-19. Donc, l'Association de santé publique au Canada donc, c'est impliqué en fait dans un cas de la cour publique en fait par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. C'est une agence publique, mais nous faisons partie du processus et ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Notre station en fait peut donner plus de flexibilité que ce que nous ferions dans nos emplois rémunérés. C'est quelque chose dont nous devrions tirer avantage autant que possible. Aussi, l'autre chose, et donc, ça, c'est à long terme. Que je pense que c'est quelque chose que Louis a dit l'année dernière à cette époque, c'est que donc le pouvoir essaie toujours de se réaffirmer. Je pense que si nous abandonnons, nous allons retourner à la situation préalable. Si nous ne voulons pas que cela se produise, nous devons nous organiser. Et donc, je pense que pendant la conversation précédente, les gens ont parlé de l'importance de l'action politique. Donc, c'est quelque chose que nous devons mettre de l'avant dans ce que nous faisons. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Donc, merci Soumé, merci de nous rappeler en fait aux paroles de cette première série et donc de Back to Better, donc l'article que Soumé a écrit. Je pense que c'est quelque chose que tu retrouves en fait dans cet article, tu retrouves en fait plusieurs ce qui a été mentionné. Je pense que c'est quelque chose que nous devons, à laquelle nous devons nous attendre et sur lequel nous devons promouvoir. Surtout ce que tu viens de dire par rapport au plaidoyer comme une compétence importante, mais en fait même comme une fonction importante de ce que fait la santé publique et ce qu'elle devrait faire dans ce pays. Je pense que c'est important de dire cela. Merci pour cela. Louis, il nous reste juste quelques minutes. Donc, je vais te donner la parole, donc parce que tu auras peut-être des mots de la fin et des commentaires finaux, mais en même temps, je vais tous vous demander à tous ceux d'entre vous qui est là de mettre votre mot qui résume cette conversation dans la boîte de conversation. Donc, euh, donc, quel est ce mot qui vous vient à l'esprit, en fait, maintenant? Donc, alors que nous sommes sur le point de dire les mots de la fin. Louis, à toi la parole. Dans les 2 minutes qui me restent, donc, de tout ce que j'ai entendu qui m'a touché, vraiment, c'est le fait que nous devons passer d'une mentalité du manque à la mentalité de la générosité, est-ce d'avoir une compréhension structurelle profonde de ça. Parce que si nous voulons faire des initiatives centrées sur l'équité, qui est sur la redistribution et le recalibrage de la distribution des ressources, il va y avoir en fait un état d'esprit de générosité. Et donc, c'est pas parce que une personne, c'est c'est pas une question d'avoir quelqu'un qui agit de manière bénévolente, mais c'est une question d'égalité. Il y a donc, et donc il y a vraiment un fossé de 20 ans par rapport aux populations marginalisées, donc soit communautés autochtones ou les communautés qui vivent avec des handicaps. Ces communautés meurent plus tôt. Et souvent, la pandémie nous montre en fait ces disparités. En fait, et souvent, le problème, c'est que nous manquons en fait ces paramètres, en fait, quand nous mettons en place ces équités, en fait. Souvent, nous ne posons pas la question de quelle est notre responsabilité. Nous traitons nous traitons en fait comme en fait un paiement lié au traité. Donc, mais nous ne parlons pas en fait des décisions qui sous-tendent en fait la situation actuelle et l'avenir que cela construit. Donc, nous devrions être reconnaissants quand ces personnes mettent en place des mesures équitables, mais c'est important d'avoir des conversations et d'éduquer les gens par rapport aux besoins d'avoir des mesures équitables. Nous ne faisons pas un beau travail à ce sujet-là. Donc, une des choses intéressantes que j'ai vues au Manitoba cette année, c'est que quand on partage le pouvoir, quand on partage la prise de décision avec les peuples autochtones, il y a vraiment des choses importantes qui peuvent se passer, qui peuvent avoir une influence. Et donc, un petit exemple de cela, c'est quand Marsha Anderson, qui est la chef de santé ici au Manitoba a travaillé en fait avec le gouvernement provincial et a exigé que les peuples autochtones au Manitoba reçoivent le vaccin plus tôt en âge que la population générale, donc 20 ans plus jeune que la population générale. Donc, c'était une opportunité de reconnaître qu'en fait, que nous mourrons en fait 20 ans plus tôt. Mais c'était vraiment équitable. Et donc, une des choses qu'elle a expliquées publiquement par rapport à l'importance de cette décision et qui m'a été répétée par certains des anciens de la communauté, c'était, ils se sont rassemblés, ils m'ont dit, ils nous ont donné ce vaccin parce que Marsha
leur a montré que nous valorisons les gardiens de notre connaissance. Nous valorisons les gardiens de notre culture. Et donc, que ce soit la connaissance scientifique de tous les domaines. Donc, c'était important de les vacciner pour les protéger. Donc, j'étais triste quand j'ai entendu ça parce que j'ai pensé, si ce n'avait pas été pour ces individus, où est-ce que notre connaissance serait gardée? Nous, en tant que leaders en santé publique et en tant qu'organisation, les gardiens de la connaissance, ces personnes qui gardent ces connaissances-là, nous devons les protéger. Donc, ils doivent maintenir en fait tous les domaines de la connaissance en termes de santé publique. On ne les honore pas comme ça. Donc, je ne sais pas dans cette société comment nous nous comportons par rapport aux anciens de cette manière où nous les voyons juste en fait comme des personnes vulnérables. Et les personnes, le peuple autochtone ne veut pas être vu comme des personnes vulnérables. Ils ont des perspectives et des contributions valables à faire en fait. Et donc, une des choses que j'ai appris le plus récemment de quelqu'un qui travaille en santé publique qui me l'a dit, elle m'a dit en fait, j'ai l'impression que je suis en train de tourner en cercle dans la santé publique. Je me suis toujours sentie comme ça et j'ai l'impression de continuer à circuler en cercle, et même à travers la pandémie. Elle a l'impression qu'en allant de l'avant, elle va continuer à courir en fait en cercle. Et c'est vraiment difficile. Et je lui ai dit, c'est peut-être parce que tu es en train de courir dans une boîte. Et c'est ça la structure. Nous avons créé une boîte et une demande en fait de courir en cercle à l'intérieur de cette bourse. Donc, il nous faut regarder cette boîte qui a été créée afin de pouvoir identifier les solutions parce que les solutions en santé publique, nous disons toujours, c'est que les solutions aux problèmes sociaux, aux problèmes idéologiques, aux problèmes raciaux, toutes ces solutions ne viendront peut-être pas au sein de la santé publique et la santé publique du système de santé parce que les systèmes comme ça ont tendance à l'autopréservation. Donc, essayons de sortir essayons de devenir des alliés afin de ne pas continuer à maintenir le statu quo et afin de devenir des alliés qui travaillent main dans la main avec les personnes qui ont le droit d'avoir accès à la justice, à la santé, euh, à un statut égal. Nous ne pouvons pas juste rester silencieux par rapport à l'inégalité. Nous devons vraiment être vigilants par rapport à ces problématiques. C'est là déjà dans les données parce que des fois, un point de données va peut-être plus d'importance s'il arrive à raconter la bonne histoire qu'il n'a jamais entendue jusqu'à présent, peut-être que mieux qu'un ensemble de données. Donc, c'est important d'identifier dans les données où sont les points d'équité, où sont les voix qui n'ont pas été entendues. Avec ça, je veux dire merci. Donc, merci Louis. Merci pour ces mots de la fin qui sont vraiment touchants. Donc, merci pour cet appel à l'action, à la solidarité. Donc, merci. On est pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci, Soume, pour tes mots qui donnent vraiment de l'énergie, qui sont provocants. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et cela met fin à notre série. Donc, merci de mettre votre mot dans cette boîte de conversation. Donc, restez connectés. Vous pouvez visiter notre site Internet. Il y a vraiment beaucoup de matériel important. N'hésitez pas à nous contacter avec vos commentaires, vos questions, quoi que ce soit que nous puissions faire, en fait, pour vous soutenir par rapport au travail incroyable que vous faites tous les jours. Donc, merci beaucoup et bonne journée.